Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous et bienvenue dans le Saloon, nouvelle émission où cette fois-ci nous allons nous intéresser aux grands films de l'été, aux blockbusters comme on les appelle. Et pour en parler aujourd'hui, autour de moi, je suis accompagné d'Alexandre Caporal, salut. Salut Robin. Et de Thibaut Ducret, salut. Salut. L'idée aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur toutes ces sorties estivales, les blockbusters comme on les appelle. On ne peut plus passer à côté, il y en a maintenant, allez, on va dire une dizaine par été quasiment. Vu que l'été arrive gentiment à son terme, en tout cas là, à l'heure où on l'enregistre, il pleut dehors, donc on s'est dit que c'était l'occasion de revenir un petit peu sur cette cuvée 2018 en vous proposant une émission coupée en deux. On va d'abord revenir globalement sur cette fournée 2018 pour ensuite rentrer un petit peu plus dans le détail avec certains films qui nous ont marqués en bien comme en mal. Le Saloon, émission spéciale bilan de l'été, c'est parti. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. On vous propose donc de débuter par un bilan global de ces sorties estivales 2018. On n'aura évidemment pas l'occasion de revenir sur toutes. Il y en a eu quand même des marquantes. Pour toi, Alexandre, comment s'est déroulé ton été cinéma 2018 ? Ce que je pense qu'on peut remarquer, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu déjà moins de blockbusters d'été. En fait, on remarque que les studios, depuis plusieurs années, étalent beaucoup plus en fait leurs blockbusters sur toute l'année. Avant, il y avait vraiment cette période de l'été qui était propice à livrer les films gros budget, on va dire. Puis là, ces dernières années, on peut avoir un immense blockbuster en février. C'était le cas cette année, par exemple, de Black Panther, qui a fait un carton monumental, ou bien des Avengers en avril. Avengers Infinity War, et puis là cet été on a eu quelques blockbusters. Mais c'est pas justement finalement le fait qu'il y en a tellement plus qu'on peut plus juste simplement les placer en été. C'est un peu voilà, il y en a tellement plus qu'on est bien obligé de les étaler sur le reste de l'année, et on a vu que ça marchait. Ouais, c'est clair. Et puis là j'ai l'impression encore plus en 2018, puisque les résultats des derniers étés n'étaient pas des résultats incroyables par rapport au reste de l'année, comparé à il y a une dizaine d'années. Ici en 2018, j'ai l'impression qu'on a eu moins en fait de blockbusters, ce qui nous a permis d'éviter pas mal de déchets qu'on a pu avoir en 2016 ou en 2017, et on en a eu des très bons, comme c'était le cas l'année passée aussi, et puis cette année des très bons, je pense notamment aux Indestructibles 2 ou à Mission Impossible, ou bien à des surprises horrifiques aussi. On va revenir là-dessus en deuxième partie, mais oui, donc des bonnes surprises et un peu moins de déchets, peut-être, je sais pas, peut-être qu'on les a évités tout simplement cet été par rapport aux autres, où on s'est dit bon, celui-ci on le met de côté. Mais en tout cas, justement, je trouvais qu'il y avait un peu moins de blockbusters, et c'était pas plus mal. Et finalement, ceux qui restent, même s'il y a encore des gros navets dans le lot, je pense quand même d'assez bonnes factures sur le reste. Effectivement, je pense pas qu'il y avait moins de déchets, mais simplement les déchets étaient peut-être plus attendus, c'est-à-dire qu'on savait très bien à quoi s'attendre en allant voir un Marvel, par exemple. On va aussi revenir là-dessus. Mais après, effectivement, comme tu le disais, Alex, je pense aussi que, étant donné que les gros studios de Hollywood s'orientent de plus en plus sur ces stratégies à long terme, sur ces plannings préétablis, avec des films qu'il faut absolument faire rentrer dans telle ou telle case, ils ont tendance, du coup, effectivement, à ne plus se limiter à l'été, parce qu'effectivement, historiquement, la catégorie des blockbusters, ça a été initié par Les Dents de la Mer et Star Wars, et c'était, comme tu le disais, restreint à l'été. Mais maintenant qu'on a des énormes franchises avec des suites à caser en très peu de temps, du coup on étale un peu plus le printemps, l'hiver, l'automne, et il y en a pour tous les goûts comme ça. Je me permets juste une question, de relancer peut-être un petit peu cette discussion, parce que au final, vu qu'on le dit, il y a de plus en plus de blockbusters étalés un peu sur toute l'année, est-ce que c'est tellement pas du fast-food qu'on les oublie ? Parce que je vous rappelle quand même que Solo, c'est sorti quasiment au début de l'été. On peut presque le considérer comme un des premiers blockbusters de l'été. Il y a eu Jurassic World 2, dont on avait fait un épisode sur le Saloon, qui, pour le coup, étaient deux films plutôt ratés. On vous renvoie au débat qui convient.
Bah voilà, est-ce qu'on ne les a pas tourné un peu la page trop vite dans le sens là, voilà, on dit il y en a peut-être moins, ils sont peut-être meilleurs. Bah, c'est simplement que, comme je le disais, en tout cas pour ma part, c'était pas tellement des surprises l'échec de ces films. C'est-à-dire que Solo... L'échec en termes de qualité, mais Jurassic World a cartonné. Hein. Alors Jurassic World a cartonné pour le coup. Moi, j'avoue que ça m'a un peu surpris l'échec financier, enfin l'échec si on veut, mais le peu de succès de Solo par rapport aux autres Star Wars. Mais après... on sait exactement, disons que c'est pas des films qui ont créé la surprise, je crois. On sait que c'est des produits calibrés de studio où les cinéastes ont très peu de marge de manœuvre. Il y a eu d'énormes soucis de production sur Solo. Voilà, sur Jurassic World 2 même, on avait un cinéaste qui, je crois, tous nous touche profondément dans chacun de ses films. Et là, ça nous a laissé assez indifférents. Donc bref, ça s'inscrit tellement dans des plannings, dans des milieux qu'on connaît et qu'on sait complètement verrouillé et plus intéressé par le rendement que par la créativité, que finalement, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a effectivement tendance à les oublier plus rapidement. Mais d'un autre côté, justement, on parlait qu'il y avait peut-être moins de blockbusters d'été ici en 2018, mais du coup, j'ai l'impression qu'on a vu, contrairement aux autres étés, un peu plus de créativité, d'innovation. C'est le cas notamment, même s'il n'y a pas tout qui est bien, mais je veux dire, on voit des prises de risques un peu plus avec des films comme The Meg ou comme Skyscraper, dont on va parler, qui sont une certaine nouveauté avec ce financement chinois, de l'inventivité, de l'innovation en termes de films d'horreur, avec des films comme Sans un bruit ou Hérédité, qui sont aussi des films qui ont bien marché et puis qui sont de très bonne qualité et qui, pour le coup, mettent un petit coup de pied dans la fourmilière du cinéma d'horreur, alors qu'il y a des films peut-être un peu plus attendus comme The Purge 4, qui a fait aussi un bon score, mais pas énorme, contrairement à ce qui était un peu plus, à ce qui était attendu sur ce film. Donc j'ai l'impression qu'on a peut-être un peu plus de surprises là-dessus, où justement des blockbusters d'été qui n'étaient pas censés être des blockbusters d'été, finalement, se placent là parmi tous les autres et puis se permettent de bien marcher en salle. Ou alors c'est vrai que moi je vous rejoins dans l'idée. C'est vrai que j'ai l'impression que cet été a été intéressant, du moins. En tout cas, il y a eu des bonnes choses. Je vous propose d'ailleurs de partir dans cette seconde partie d'émission où on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On les a classés par catégorie, donc je vous propose de débuter tout de suite avec ce qu'on a appelé donc les grosses franchises de studios calibrés, c'est-à-dire Solo, notamment un nouveau spin-off de la saga Star Wars, Ant-Man aussi, un autre Marvel qui a débarqué juste après Avengers en fait, quasiment. Ouais, 2 mois après. Juste après Infinity War. Solo, on l'a tous vu ici autour de cette table du Saloon. Alors, je me permets de débuter. Oui, tu n'aimes pas, quoi. Non, c'est pas bien, ça va aller assez vite, effectivement. Non, c'est pas bien. En plus, je suis un vrai fan de Star Wars et je trouve qu'il y a vraiment des trucs qui ne marchent pas, tout simplement, dans ce film, comme la rencontre entre Chewbacca et Han Solo. Enfin, on a suffisamment parlé, on va pas vous rabâcher ça maintenant. Solo, Thibaut ? Je pense qu'il y a un truc qui résume assez bien le film et tout le problème de ce genre de production, c'est que, pour rappel, au départ, il y avait 2 réalisateurs qui étaient sur le projet, qui étaient Phil Lord et Chris Miller, qui avaient réalisé le premier film L'Aventure Lego et qui, justement, voulaient appliquer au film Solo un principe d'improvisation, c'est-à-dire qu'ils prenaient beaucoup de liberté avec le script qui avait été écrit et ils donnaient libre cours au talent d'acteur des comédiens et ils laissaient justement la possibilité à de la création. Et ils ont été virés du projet à cause de cette méthode et remplacés par Ron Howard, qui a finalement réalisé le film. Et pour moi, ça résume assez bien la chose, c'est que ce genre de grosse production, maintenant, on ne peut plus laisser la place à la création, on ne peut plus se permettre la prise de risque, et du coup, ça devient terriblement attendu et aussi souvent terriblement vide. Malheureusement, il y a bien sûr des exceptions, mais pour moi, Solo, c'est un exemple typique de ça. Par contre, ce qui m'étonne, c'est, tu en parlais Thibaut tout à l'heure, l'échec en fait commercial de ce film, alors qu'on a à côté, quelques semaines plus tard, un Jurassic World Fallen Kingdom qui cartonne
cartonne, qui a fait plus d'1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, c'est assez incompréhensible parce que pour moi, les deux films ont de sérieux problèmes et c'est exactement le même problème dont tu parles, c'est-à-dire qu'on a à la base, je veux dire, des auteurs qui veulent rendre un produit de divertissement assez créatif, on va dire s'emparer d'une franchise pour développer leur propre univers et puis finalement qui sont coupés court. Donc dans le cas de Solo, un réalisateur qui est viré du projet, enfin 2 réalisateurs pour le coup, et puis Fallen Kingdom, un réalisateur qui est vraiment menotté, quoi, et puis qui peut pas faire réellement ce qu'il veut, et puis ça se ressent, et c'est ça le gros problème. Et pourtant, il y a ce décalage-là en termes de chiffres. Je sais pas à quoi c'est dû, parce que vraiment, Solo, il y a eu un bashing en fait critique aussi, notamment dans la presse, mais aussi un bashing populaire immense, où d'un seul coup, les gens ont dit non, mais arrêtez avec ce que vous faites avec Star Wars. Et peut-être que c'est peut-être l'overdose du fait d'avoir un Star Wars qui sort en décembre et ensuite balancer un spin-off comme ça 5 mois plus tard, alors que Jurassic World 2, il y a eu peut-être 2 années. Je suis pas sûr, parce d'aération. que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les Marvel continuent à faire autant de chiffres d'affaires? Parce que c'est encore pire que les Star Wars, niveau on vous balance des films et des films. Non, là peut-être que Solo, le fait que justement ces problèmes de production que j'ai évoqués ont été vraiment très médiatisés, ça a peut-être joué dans la carrière du film, je sais pas. Puis c'est vrai que la communication de Disney n'a pas été excellente non plus. Elle a commencé super tard. Et puis, on a très vite senti que Disney ne croyait pas dans ce film. Je sais plus comment ils l'avaient tourné, mais il y a eu une histoire où ils avaient laissé un peu évoquer que bon, ils y croyaient pas trop. Donc voilà, je pense qu'ils n'ont pas non plus mis Solo peut-être sur le spot qu'il aurait dû Pourtant, s'ils y croyaient. Pourtant, présentation au Festival de Cannes, etc. Oui, mais Enfin, ça, il y a une belle couverture marketing quand même, mais peut-être un peu trop tard. Ouais. Après, il faut aussi se rappeler que l'épisode 8, sorti juste avant, a été très très mal reçu par une partie du public, notamment par les fans, qui demandent maintenant, on le rappelle, de refaire le film. Il y a une pétition qui court pour qu'ils refassent un épisode 8. Donc je sais pas, peut-être que c'était un boycott de la part de ce public-là, c'est pas impossible non plus. Bon, et puis Thibaut l'a évoqué il y a quelques instants, les Marvel. Alexandre, tu es le seul autour de cette table à avoir vu le dernier Ant-Man et la Guêpe, oui, c'est en ça. version À française. me l'être infligé, hein, plus ou moins, hein, Robin, quand même. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent vraiment, en fait, avec cet Ant-Man deuxième du nom, donc, qui donne suite à Ant-Man qui est sorti maintenant il y a 2-3 ans de cela, on sent vraiment le remplissage, en fait, de Marvel. C'est-à-dire, bon, on avait notre gros bébé qui était Avengers Infinity War, ça a cartonné, ça a fait 2 milliards de recettes, etc. Bon, c'est très bien. Et puis là, voilà, d'avoir un autre Marvel, ça y est, pour combler l'été. Et du coup, on est encore dans cette réflexion-là que du coup, ils laissent peut-être un film un peu plus mineur de leur studio s'occuper de l'été blockbuster, alors qu'ils ont fait des cartons en février et en avril. Et avec Ant-Man et la Guêpe, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on a l'impression d'assister à une chute de studio où le studio n'avait absolument rien à faire de faire un bon film, c'est-à-dire qu'il nous ressort tous les codes qu'on a déjà vus et revus chez Marvel. On a un scénario absolument vide, c'est-à-dire que ça ne raconte absolument rien. Et en termes de cinéma, de mise en scène, on se retrouve devant, je pense, l'un des films les plus plats et les plus inoffensifs que Marvel n'ait jamais fait. Donc c'est un gâchis sans nom, puisqu'on reste encore sur un film avec un énorme budget qui n'a pas fait, je pense, un carton au box-office. On est à 400-500 millions de dollars de recettes, ce qui n'est pas voilà, tout ce qu'on a vu avec les Marvel ces dernières années. Et tant mieux, parce que là, vraiment, on a l'impression de suivre un feuilleton. Bon, c'est qu'on déjà n'avait pas mal. envie de voir. Je veux dire, 500 millions, c'est déjà. Oui, non, c'est déjà pas mal. c'est Non, déjà mais bien correct. sûr, mais c'est comme on disait avec Solo. C'est-à-dire bien que sûr. oui, c'est pas mal, mais bon, et c'est typiquement le genre d'épisode qu'on pourrait voir à la télé et qu'on n'a absolument pas envie de voir, et de foutre ça en été. Je trouve ça assez incompréhensible, et puis ça montre que Marvel s'en fiche un petit peu, quoi, et qu'ils font du remplissage. Alexandre, justement, tu parlais un petit peu plus tôt dans ce podcast de ces grosses coproductions. Je vous propose de tourner la page maintenant et de parler de ces fameuses productions, puisque eh bien, on sait que voilà, les films coûtent de plus en plus cher à produire, donc les États-Unis, eh ben, des fois ça suffit pas. On va chercher ailleurs, et on a eu 2 exemples cet été de coproductions américano-chinoises en les films. Donc c'est The Meg avec Jason Statham et Skyscraper avec The Rock. Et du coup, je vous propose d'en parler. Thibaut ?
Oui, donc juste pour recontextualiser, les coproductions hollywoodiennes avec la Chine, c'est un phénomène qu'on peut déjà remarquer depuis quelques années. Si vous aviez déjà vu Transformers, l'âge d'extinction, donc le premier avec Mark Wahlberg, il y avait tout un passage aussi qui se passait notamment à Hong Kong, et il y avait un casting en grande partie chinois aussi, et c'est ce qu'on constate là aussi avec des films comme Skyscraper et The Meg. C'est qu'effectivement, le marché chinois, c'est un marché très intéressant. Et du coup, de plus en plus, Hollywood va produire des films en association avec la Chine, ce qui implique du coup qu'il y a forcément des passages du film qui se déroulent à peu près aux environs de la Chine et qu'on trouve au moins 1 ou 2 Chinois dans le casting. Qui parle chinois aussi, d'ailleurs, Qui à parle certains chinois, moments. tout à fait. Et du coup, ça peut être très intéressant de voir ces deux cultures se rencontrer, mais la plupart du temps, ça reste quand même plus un prétexte qu'autre chose. Et je crois que c'est un peu le cas sur ces deux films-là, enfin surtout The Meg qu'on a tous vu. Et ça cartonne aussi, hein. Ce qu'il faut dire, c'est que Skyscraper, je me souviens plus exactement à quel point il a marché, mais en tout cas The Meg, c'est certainement le blockbuster d'août, en tout cas de la fin août, là, qui est sorti récemment, qui cartonne chez lui aux États-Unis. Et puis bien sûr, on a vu le bond qu'il a fait en termes de chiffres en Chine. Deux mecs, justement, juste pour contextualiser, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est donc Jason Statham qui va se retrouver dans la mer, quasiment en Chine, d'ailleurs, comme tu le disais Thibaut, et qui va affronter un mégalodon, c'est-à-dire un requin géant. Voilà, préhistorique. Requin préhistorique géant. Et on va donc le suivre pour essayer de l'affronter, comme vous pouvez l'imaginer, gros film d'action, où il y a quand même passablement de dialogue, n'est-ce pas ? Et donc ça va être l'occasion de discuter un petit peu de ce film. En 2 mots, c'est pas très bien, mais c'est rigolo, Alexandre. Oui, non, c'est assez bien résumé en fait. On mise tout, voilà, encore une fois, sur 2 choses. On est dans le blockbuster d'été vraiment, mais comme on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire qu'on fait une ressucée des Dents de la Mer, donc la définition même du blockbuster d'été avec le gros requin, mais cette fois-ci un requin encore plus gros. Et puis on met une star de film d'action et de blockbuster qui est Jason Statham pour essayer de renflouer les caisses. Et puis niveau scénario et dialogue, c'est clair que là, je pense qu'on a dû payer un enfant de 8 ans pour faire ça parce que c'est absolument pas possible ce qui se passe. Après, en termes visuels, il y a 2-3 choses assez intéressantes dans l'utilisation de la technologie, des sous-marins, etc. 150 millions de budget quand même, oui, c'est cette ça. coproduction. Ouais. Et puis finalement, on se retrouve devant un film en fait qui se prend énormément au sérieux, alors qu'il devrait justement être beaucoup plus généreux en termes d'action, en termes de gore aussi. On parle quand même d'un requin préhistorique qui va bouffer des gens, quoi. On refait la scène de la plage des Dents de la Mer, mais de façon totalement... Avec 1 milliard de touristes avec des bouées. Exactement, 1 milliard de touristes chinois avec des bouées. Et puis ça reste vraiment hyper faible, en fait, en termes de fun qu'on pourrait se procurer. Et on va tomber dans des méandres d'un scénario qui essaye de créer des personnages malgré lui, et puis de créer un côté dramatique, en fait, qui plombe complètement le plaisir qu'on pourrait avoir devant un film comme ça, qui devrait assumer beaucoup plus son côté série B, et ce qui ici n'est pas le cas. Donc du coup on est un peu le cul entre 2 chaises en se disant il y a quand même des passages notamment avec un petit chien ou bien avec un touriste dans une énorme bulle qui court sur la mer, et puis à part ces passages un peu fun justement, vraiment pour les cinéphiles, il y a très peu à grailler, quoi. Oui, je suis d'accord, c'est un blockbuster complètement teubé, mais qui n'assume pas complètement de l'être, comme tu le dis, parce qu'il y a quand même au début une scène où des scientifiques qui explorent donc les fonds marins annoncent qu'ils vont insérer leur sous-marin dans les bas-fonds, les profondeurs sous-marines, et le simple mot insertion, ça les fait tous ricaner, parce que connotation sexuelle. C'est très drôle. Donc déjà on se dit, oulala, ça va être bien crétin, et en fait ça assume pas complètement d'être ça jusqu'au bout, parce qu'effectivement, par exemple, je crois qu'on a tous beaucoup ri à la mort d'un personnage où tout d'un coup on essaye de nous faire une scène d'émotion, et où c'est un père qui s'excuse auprès de sa fille d'avoir été un mauvais papa et d'avoir été un peu sévère avec elle pendant son enfance, et voilà, de toute façon tout d'un coup, ça se prend hyper au sérieux, alors que ça aurait dû justement assumer jusqu'au bout d'être un gros truc complètement crétin et fun. Mais en format nanar avec des amis pour une soirée,
peut-être que ça peut être plutôt sympathique. Je tiens quand même juste une petite précision, c'était plutôt 130 millions de dollars. Voilà. Et finalement, ça reste quand pas même mal aussi. ça reste quand même beaucoup. Skyscraper, moi que je n'ai pas vu, peut-être un petit Je mot. crois que je suis le seul à l'avoir vu, c'est ça. En En gros, c'est infligé aussi, du coup. c'est ou ça. pas Mais, alors, pour le coup, c'est un peu le même principe, puisque c'est aussi une coproduction chinoise, aussi avec une star d'action en tête d'affiche, puisque là, c'est Dwayne The Rock Johnson. Et aussi un réalisateur qui essaye de refaire un grand classique, puisque là on essaye de refaire Die Hard, donc le premier, Piège de cristal avec Bruce Willis. Sauf que là c'est Dwayne Johnson qui doit sauver sa famille dans un gratte-ciel pris en otage par des terroristes, avec la petite subtilité c'est que c'est un immeuble hyper futuriste avec des ascenseurs à n'en plus finir, des jardins, des étages absolument incroyables. Et autre petite subtilité rigolote, c'est que le héros a une prothèse à la place d'une jambe et ça mènera évidemment à tout un tas de situations qui frôlent le slapstick et qui peuvent être intéressantes. Mais au-delà de ça, pour le coup, c'est un truc qui se prend beaucoup plus au sérieux, qui est moins crétin, qui est un peu fun par moment, mais c'est pas beaucoup plus intéressant dans l'absolu. Donc c'est pire en fait que The Meg, quoi. Pire, je sais pas, mais c'est intéressant de voir comme les deux se rejoignent, ouais. Alors, je vous propose maintenant de parler de bons films. Ce sera peut-être pas mal. Ce sera plus sympathique Parce aussi. qu'il y en a aussi. Il y en a aussi ce qu'on a classé comme vrais blockbusters généreux, et on a deux exemples en particulier. C'est, tu le disais Alexandre un peu plus tôt, Les Indestructibles 2, le retour après, je ne sais plus combien de dizaines d'années. Beaucoup l'attendaient. Moi, le premier, je pense, et c'était vachement bien. Ouais, c'est ça, c'est que 15 ans après, en fait, il y a donc Brad Bird, réalisateur qu'on connaît chez Pixar pour avoir fait Ratatouille notamment, et puis Les Indestructibles en 2004, là qui en fait prend le parti pris de continuer l'histoire qui s'était terminée donc 15 ans plus tôt, et de se dire, on va partir, au lieu d'avoir fait grandir les personnages et de les retrouver 15 ans plus tard, on les retrouve vraiment à la fin du premier épisode et on continue en fait à explorer. Mais vraiment, à la scène près. On les reprend exactement où on les avait laissés. À la scène près, on reprend les personnages avec le bébé, avec le petit frère qui court vite, avec la jeune ado avec ses champs magnétiques et puis son pouvoir d'invisibilité. Et puis le père et la mère donc de cette famille part. Et comme Brad Bird aime le dire, c'est un film de... Alors oui, on parle de super-héros, mais c'est un film sur la famille avant tout, comme l'a fait énormément Pixar. Ce qui était déjà le cas du premier, d'ailleurs. Ce qui était déjà le cas du premier, exactement. Et puis là, il continue justement à explorer la famille en inversant les rôles, puisque dans le premier épisode, on avait le père qui était confronté seul, en fait, à poursuivre un certain destin, à être confronté à certains affrontements, à des obstacles, etc. Ici, cette fois-ci, c'est la mère, justement, qui dirige un petit peu les actions et puis les objectifs, et on a le père qui reste à la famille à s'occuper du bébé. Mais pour faire court, Les Indestructibles 2, là où c'est vraiment très très fort, c'est qu'on a un excellent film de super-héros, un excellent film d'animation, un film qui réussit encore à être inventif dans des thèmes qui sont éculés et qui ont été vus des millions de fois au cinéma, et à continuer à parler de super-héros et de famille tout en restant inventif dans sa mise en scène et en repoussant en fait à chaque fois les limites de ce que Brad Bird avait fait avant. Donc on se retrouve devant un blockbuster familial qui est vraiment hyper généreux, jouissif par moment, et tout simplement, je pense, l'un des meilleurs films de cette année, en tout cas pour moi. Ouais, autant moi j'étais un poil sceptique, j'avoue, au départ à l'annonce de cette suite, parce que je trouvais que le premier était juste parfait, et surtout c'était un peu triste de voir Brad Bird, qui s'était chopé un énorme bid avec Tomorrowland, être forcé de revenir finalement à ses premiers succès. Mais comme la plupart, même presque toutes les suites que fait Pixar, c'est justifié. Là, c'est, comme vous le disiez, une très belle relecture du premier film, et avec en plus, ce qui a pas été pour me déplaire, pour le coup, un petit sous-texte discrètement sur l'industrie actuelle aussi. On peut y voir aussi un discours même sur les Marvel, puisqu'on a quand même une équipe de super-héros qui sont manipulés dans l'ombre et qui deviennent tous cette espèce de masse informe qu'on contrôle
la distance face aux vrais super-héros du film. Et ouais, pour le coup, moi, ça m'a fait un bien fou de voir que comme tu le disais, Alex et Robin, des vrais super-héros avec une vraie inventivité dans l'utilisation des pouvoirs, comme pour le premier film. Et voilà, c'est assez rafraîchissant de voir ça. Un discours actuel aussi qui questionne sur la technologie, dans l'incarnation de ce méchant. Donc là aussi, il arrive à capter l'essence de la société dans laquelle il s'inscrit, même si on prend des personnages qui ont 15 ans d'âge, et on arrive quand même, Brad Bird arrive vraiment à traiter du monde actuel. L'autre coup de cœur de cette équipe du Saloon, vrai blockbuster généreux, on reste dans les suites, cette fois-ci c'est la 6e, Mission Impossible Fallout, retour de Tom Cruise dans les gants de l'agent spécial, qui va donc repartir en quête de sa mission s'il l'accepte, sauf que vous vous doutez bien qui va l'accepter, sinon il n'y a pas de film. C'est un vrai blockbuster d'action qui fait plaisir à voir. En fait, ces deux films-là, Mission Impossible 6 et puis Les Indestructibles 2, on aurait pu les classer aussi au tout début de notre émission, à savoir les grosses franchises qui continuent à donner des suites. Et pourtant, contrairement aux autres films précités, ici, on a deux vrais succès, deux vrais bons blockbusters, puisque non seulement ils arrivent à se réinventer, mais en plus, on a de vrais cinéastes derrière qui peuvent se permettre certaines choses et puis qui ont un peu plus de liberté, en tout cas, qu'un Juan Antonio Bayona sur Jurassic World Fallen Kingdom, par exemple. Et puis, ça donne un bon film. Dans le cas de Mission Impossible 6, ce qui est génial, c'est que toute la saga donc, de 6 films, il y a eu à chaque fois des réalisateurs différents. Et puis, il y a des grands cinéastes qui sont passés derrière cette franchise. On pense à Brian De Palma, John Woo, à J.J. Abrams aussi, Brad Bird notamment, qui avait fait le 4e épisode. Et puis ici, on retrouve Christopher McQuarrie, qui avait rencontré Tom Cruise sur le tournage de Jack Reacher, qui était aussi un blockbuster d'action avec notre cher Tom. Et puis là, donc, il rempile après Mission Impossible 5 avec Mission Impossible 6, où il donne une suite directe, en fait, à ce 5e opus. Donc, on va retrouver l'agent et toute son équipe, puisque maintenant, on n'est plus dans un film où seul Tom Cruise prime, mais on est dans un film d'équipe, un bon film d'espionnage, un film d'action ultra généreux, mais vraiment, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas pendant 2h30, on en prend plein la gueule, et ça fait vraiment du bien, quoi, de voir un mec qui sait faire du cinéma et qui sait se dire, quitte à faire un vrai film d'action, on y va, quoi, et on y va dans la surenchère, des cascades, des fusillades, des bastons, parce qu'il y a une scène monumentale dans des toilettes d'une boîte de nuit parisienne où les agents se foutent sur la gueule, notamment avec Superman, j'ai oublié son nom. Henry Cavill, merci, qui joue donc un personnage plutôt antagoniste dans cet opus-là. Bref, ça m'a énormément plu. Ouais, complètement. Moi, c'est typiquement le genre d'exemple qui prouve que grosse franchise, ça veut pas forcément dire truc hyper calibré. Là, comme tu disais, la particularité de la franchise Mission Impossible, c'est que c'est quelque chose qui est géré par Tom Cruise, qui va aller chercher des vrais cinéastes qui lui ont tapé dans l'œil. Parce qu'il est producteur aussi. C'est ça. Et pour le coup, c'est très clairement cet épisode le plus ambitieux en termes de spectacle. Comme tu le disais, ça envoie du bois, quoi. Enfin, c'est le plus long. Et il y a peut-être quelques séquences qui sont un poil étirées, mais pour le reste, c'est vraiment... Voilà, il y a une vraie exigence, une vraie générosité. Et c'est non seulement un film d'équipe, effectivement, mais aussi, on peut aussi le rattacher aux Indestructibles, parce que pour moi, c'est aussi un vrai film de super-héros, parce que, évidemment, c'est surtout à travers cette franchise que Tom Cruise s'est construit l'image de héros d'action et de casse-cou qu'il a aujourd'hui, mais aussi dans ce film-là particulièrement, je trouve, on a des vrais questionnements qui pourraient tout à fait s'appliquer à un film de super-héros sur qu'est-ce que c'est que le sauver le monde, qu'est-ce que ça implique, les sacrifices qu'il faut faire, les choix, etc. Et il y a, alors c'est pas forcément le truc le plus original qu'on ait pu voir, mais ça raconte bien plus sur ce que c'est qu'un héros d'action que la majorité des Marvel, pour moi. Voilà, moi je vous rejoins dans l'idée. C'est vrai que je suis peut-être un petit peu déçu du scénario qui, pour le coup, est très convenu j'ai trouvé en tout cas. Mais c'est vrai que pour toutes les raisons que vous venez de citer, c'est vrai que Mission Impossible 6 est un vrai blockbuster d'action à ne pas rater, donc dont il est d'ailleurs encore au cinéma, je suppose. Donc après les vrais blockbusters généreux et exigeants, on va passer, si vous le voulez bien, aux productions horrifiques sincères, puisqu'on a eu 2
films, on en a eu plus, mais 2 films d'horreur qui se sont démarqués. C'est peut-être le moment qui va faire plaisir à ceux qui aiment bien sursauter ou avoir peur dans leur canapé ou dans la salle de cinéma. C'est donc Sans un bruit et Hérédité. C'est donc 2 films dont on va rapidement aborder. Sans un bruit, c'est c'est un film qui va jouer sur vos sens. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un film où on va suivre une famille composée notamment d'Emily Blunt et de l'homme qui est donc tant acteur, réalisateur et mari d'Emily Blunt, ça fait beaucoup de casquettes en même temps, qui va donc nous présenter ce film où on va suivre cette famille qui est perdue dans la forêt et qui ne doit faire aucun bruit si elle espère pouvoir survivre, puisque manifestement des monstres ou des choses bizarres rôdent autour dans la forêt et sont extrêmement réactifs au bruit. Voilà pourquoi il faut éviter d'en faire. Et je profite, c'est vraiment pour moi une vraie surprise, une vraie belle découverte. Un film qui joue complètement sur les sens, puisque évidemment il n'y aura quasiment pas de bruit, quasiment pas de musique, les dialogues seront chuchotés, et ça change complètement votre perception d'un art qui est devenu et qui est maintenant de plus en plus démocratisé comme un art sonore, où il y a donc de la musique, des dialogues, etc., contrairement au cinéma muet. Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé de Sans un bruit ? C'est très très bien, c'est extrêmement rafraîchissant dans la production horrifique actuelle. Là, c'est un projet qui est vraiment porté, comme tu le disais, par son réalisateur et scénariste John Krasinski, qui est un acteur de comédie à la base, et qui là livre un truc vraiment très sincère. C'est pour ça, d'où le nom de cette catégorie, parce qu'effectivement, ça aurait pu être inquiétant, l'idée qu'on aille ce high concept, finalement, un film qui joue sur l'absence de son, mais pour le coup, c'est vraiment courageux, puisque effectivement, il faut le faire, de faire un film où on a, en tout et pour tout, 2 scènes de dialogue, et sinon les personnages ne se parlent pas. Voilà, enfin, tout se fait avec des regards, des signes, et on a quelque chose qui joue extrêmement bien, qui réussit à construire une tension assez dingue sur justement le bruit, et malgré tout, on a un vrai travail sur le son, puisqu'on a quand même des petits bruits et de la musique aussi, une excellente musique de Marco Beltrami. Et pour moi, voilà, on a un exemple type de production horrifique qui ne se repose pas sur des trucs faciles. Alors, il y a effectivement des jumpscares et ce type d'effet un peu racoleur, mais ça n'empêche pas qu'on a un film qui, en plus, raconte une histoire avec des vrais personnages et des moments assez touchants, je trouve. Et voilà, ça fait plaisir de voir ce genre de truc. On parle aussi de la famille, donc du coup, on a eu pas mal de films là qu'on a cités, notamment Les Indestructibles. Là aussi, on a un vrai film sur la famille et un film d'horreur qui, à la base, ne se destinait pas à être vraiment, enfin en tout cas sur le papier, on se dit pas, mais ça, c'est le film d'horreur pour être un blockbuster d'été. Comme pourrait l'être, par exemple, la saga Conjuring. Il y a bientôt The Nun qui va sortir là, donc en fin d'été, en septembre, alors que ça aurait été un film qui aurait pu être à cette période-là, en juin, comme est sorti Sans un bruit. Et puis ce film a fait un carton assez surprise, puisque justement, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est un film qui déroute quand même, qui n'emprunte pas les chemins faciles et les chemins balisés du cinéma horrifique, même s'il emprunte quand même certains codes, et notamment les jumpscares, mais là, qui arrive à dérouter un petit peu le spectateur et à s'affranchir un petit peu de tout ça, tout en s'inscrivant plutôt dans un cinéma d'auteur et un cinéma plus indépendant que ces grosses machines et ces grosses franchises. Et ça fait plaisir déjà de voir un film d'horreur comme ça. Et surtout, ça fait plaisir de voir qu'il y a un public qui répond présent pour ce genre de proposition à Hollywood. Et ça, j'espère que ça va donner envie aux studios, justement, de laisser des auteurs s'emparer d'un film comme ça pour en faire un film grand public qui peut marcher d'une bonne façon en salle. On va rester dans les familles et dans les films d'horreur avec Hérédité, autre film qui a fait pas mal parler de lui justement dans les sorties estivales. L'histoire d'une famille, voilà, on y reste, qui est, comment on va dire, hantée, qui va être, on peut le dire ça, hanté par une force supérieure qui va les malmener légèrement, et on va suivre l'éclatement de cette famille face à ces phénomènes assez paranormaux. Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé de Hérédité ?
Alors c'est un film extrêmement déroutant, extrêmement dérangeant aussi surtout, puisque on a toute une première partie en fait où l'horreur naît des relations entre les personnages. Il y a un vrai malaise dans le fonctionnement de cette famille, puisque tout commence par la mort de la grand-mère. Et ça aura tout un tas de conséquences sur le reste de la famille. Et on a un film qui joue avec tout un tas d'images assez peu communes dans le cinéma horrifique. Il y a un jeu sur la maison de poupée, puisque la mère crée en fait des miniatures de maisons. Et on a toute cette idée que justement la famille est en quelque sorte dans une maison de poupée, elle n'est pas maîtresse de ses actions. Et on a comme ça, la première heure est vraiment extrêmement malaisante tout du long. Et ensuite, on a malheureusement un glissement dans le fantastique, avec une dernière partie qui, là, la dernière demi-heure, est complètement dans le cinéma fantastique, mais à fond les ballons, alors qu'au contraire, dans la première partie, on était vraiment plus sur du film d'horreur plus mentale, si on veut. Et pour moi, le glissement entre les deux parties, et notamment la scène pivot, qui est une scène de spiritisme, et qui, pour là, ressemble à la pire caricature des Conjuring, justement, même si, dans l'absolu, j'aime bien aussi cette franchise, mais la scène en soi fonctionne pas, et le glissement entre les deux est pas réussi, alors que pour moi les deux parties sont intéressantes, et il y a des choses très intéressantes surtout au niveau de la réalisation. Le réalisateur Ari Aster, c'est vraiment quelqu'un de prometteur, et même si voilà, j'ai tout un tas de problèmes avec le film, mais dans tous les cas il m'a pas laissé indifférent, et je pense que c'est vraiment un truc là aussi qui détonne par rapport au reste de la production et qui fait plaisir à voir. Je rejoins Thibaut sur son avis, même si je suis peut-être un petit peu plus positif sur le film, puisque moi la deuxième partie m'a quand même emporté, et puis m'a terrorisé aussi, hein. Il faut le dire que c'est quand même un film qui réussit la plupart des choses qu'il entreprend, d'autant plus que ce n'était pas un réalisateur très attendu. Ari Aster, il avait réalisé des courts-métrages assez prometteurs avant, mais là, c'était fou en fait de voir l'attente autour de ce film, puisque il me semble qu'il est sorti aux États-Unis largement avant l'Europe, et du coup, il y avait un retour du public et un retour des critiques qui était absolument monumental. On parlait du nouvel exorciste ou de l'exorciste des années 2010. Enfin, c'était vraiment, je pense, pour les fans de cinéma de genre et de cinéma d'horreur en particulier, l'un des films, si ce n'est le plus attendu de l'année. Et puis, moi, j'ai pas trouvé ça décevant. J'ai trouvé ça même assez brillant, notamment dans la mise en scène. Et je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais pour moi, c'est un coup de cœur, oui, effectivement, de l'année, même s'il y a certains problèmes, peut-être liés à la jeunesse du cinéaste qu'on attend de voir, en tout cas, ces prochaines années. Et pour le coup, moi, je pense que je suis peut-être le moins positif de vous trois, puisque pour moi, alors la coupure m'a complètement sorti du film et m'a complètement laissé sur le bord de la route. Je trouve la première heure, comme le disait Thibaut, vraiment brillante par la construction de ces personnages, des relations entre les membres de la famille, et ça m'a malheureusement complètement sorti. T'as pas flippé, toi, avec Toni Collette qui grimpe commence au à plafond. changer, ouais, qui grimpe Non, au plafond, je trouvais qui juste, change de ça regard. devenu ridicule en fait par le merde. twist. Mais c'est pas grave, puisqu'il y en avait d'autres, puisque ce film-là, il faut le dire, nous on l'a vu dans de belles conditions, puisque c'était au Festival du film fantastique de Neuchâtel cet été avec toi Thibaut, et on va en profiter pour faire un rapide point sur un film qu'on a classé sous mention honorable, parce que c'est un film qu'on pourrait rattacher au blockbuster d'été, mais qui est passé complètement inaperçu dans la presse, dans les médias, même cinéma d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est Hôtel Artemis, qu'on a découvert justement au NIF. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, Hôtel Artemis, c'est un film qui est réalisé par Drew Pearce, qui avait travaillé sur les scénarios notamment d'Iron Man 3 et de quelques autres blockbusters, et qui là propose un petit film d'action qui peut faire penser à John Wick sur certains aspects, puisque ça se passe en gros dans un futur proche, dans un hôtel, comme l'indique son titre, qui est géré par Jodie Foster, qui joue une infirmière, et du coup qui accueille dans cet hôtel les tueurs du coin, et c'est un peu le refuge justement des assassins en cas de besoin. Et le film se déroule justement sur une nuit où l'hôtel est entouré d'émeutes, c'est le chaos un peu dans la ville, et dans cet hôtel évoluent justement divers assassins qui ont des cibles différentes, et bien entendu que leurs intérêts vont s'entrechoquer, et ça va mener à un chaos de plus en plus progressif, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôtel.
Et c'est un film très sympathique parce qu'il a au moins le mérite de ne pas se prendre la tête. C'est-à-dire que voilà, il veut pas en rajouter par rapport à son propos de base. Il s'y tient jusqu'au bout. C'est plutôt rafraîchissant comme idée de base. C'est vrai que c'est pas le pitch qu'on voit tous les jours, avec des bons acteurs d'ailleurs qui incarnent bien leur personnage. Oui, on a aussi la sympathique Sofia Boutella, on a Dave Bautista et une petite apparition de Jeff Goldblum, donc il y a des têtes assez sympas à voir. Ça pourrait sortir chez nous, en fait, ça. C'est sorti chez nous et c'est actuellement dans les salles, et c'est ça qui est triste, justement, c'est qu'on n'en a pas du tout parlé, il n'y a aucune pub qui est faite autour, alors que, justement, c'est un truc assez humble, on a trouvé. Justement, pendant cette édition du NIF, on s'est tapé quand même pas mal de trucs assez prétentieux et assez lourdinques, et là, tout d'un coup, on est tombé sur un petit film sympa, qui se prend pas plus la tête que ça, qui fait très bien le job et qui vaut le coup d'être vu. Si vous avez encore l'occasion, justement, je sais pas jusqu'à quand il sera en salle, mais on vous le recommande, je crois. Exactement, tout à fait. On souhaitait en parler pour clore cette émission qui fut longue, mais j'espère généreuse. Généreuse. Comme voilà. les bons blockbusters qu'on a vus cet été. Exactement. Voilà sur ce qu'on pouvait dire donc sur notre bilan estival. Merci Alexandre. Merci à toi, Robin. Merci Thibaut. C'est un plaisir. Et voilà donc pour conclure cette édition du Saloon spécial blockbuster estivaux. Si vous voulez retrouver les anciens épisodes, n'hésitez pas, c'est sur SoundCloud, c'est sur les différentes plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram notamment. Et on vous donne rendez-vous très rapidement pour des prochaines émissions du Saloon. Ciao ciao.